L'idée, c'est qu'effectivement, je vous ai préparé une petite présentation qui reprennent des idées qui sont chères, ou en tout cas qui ont guidé ma pratique, comme on dit. Et comme je les ai trouvées assez tard dans mon parcours professionnel, je me disais que c'était intéressant de le partager maintenant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon parcours professionnel a commencé à l'université. J'ai fait une formation de chimie organique à l'université Paris-Sud. Et puis après, j'ai bifurqué. Je suis rentré à l'école Louis Lumière où j'ai appris à être assistant opérateur ou opérateur. Ensuite de quoi, j'ai directement rejoint les équipes de Microsimage dont j'ai vu quelques augustes représentants encore dans la salle. Et c'était un grand plaisir. On a fait beaucoup de choses au moment de la transition argentique numérique. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions de colorimétrie qui animent encore aujourd'hui les débats. Et puis, très rapidement, en fait, cette société s'est développée parce qu'elle était avec des gens... D'abord, c'était une société qui fonctionnait bien et qu'elle était avec des gens compétents. À tel point qu'ils m'ont confié la responsabilité d'en prendre la direction générale en 2007. J'ai dit OK, mais il faut que je complète ma pratique avec des compétences plus orientées business, comme on dit. Donc j'ai fait un parcours à HEC. Et on s'est beaucoup développé chez Micros, tant et plus qu'on s'est développé dans beaucoup de territoires. Et donc ça donne une curiosité sur la façon dont les dynamiques économiques fonctionnent chez nous, mais aussi à l'étranger. Et on a même créé de nouvelles divisions pour Micros. Nouveau logo qui est sorti hier. On a créé une entité qui s'appelle Micros Animation. Très rapidement, ça veut dire que j'ai changé de spécialité. C'était plus la prise de vue, mais la création d'images de synthèse. Les premiers films qu'on a fait, c'était Astérix pour M6 et Captain Super Slip pour DreamWorks. C'est vous dire si on a travaillé sur des choses sérieuses. Et en fait, cette société, l'équipe a beaucoup avancé et nous l'avons vendue au groupe Technicolor, qui m'a demandé après de prendre la direction de l'intégralité de la division animation et jeux vidéo pour le monde. Et lorsque j'ai quitté la société en octobre dernier, je supervisais une équipe de 2600 personnes. Et au pays précédent, j'ai rajouté en particulier l'Inde, l'Asie, qui est aussi riche d'enseignement. Et donc je me présente devant vous avec ce bagage et une question de base sur de quoi est fait demain. Et on sait que demain, en général, est fait de tendances technologiques. Et souvent, lorsque je me suis retrouvé devant vous à l'AFC, j'ai abordé cet axe-là. Et c'est un axe important parce que l'évolution de notre modèle d'affaires est beaucoup tendue par des évolutions technologiques, et j'y reviendrai. Mais donc, l'idée ou la proposition de Caroline en m'invitant, c'était de parler des modèles économiques. Et donc quand on parle des modèles économiques, il faut essayer de voir de quoi on parle. On sait qu'on va parler d'argent, c'est sûr. Et il y a plusieurs façons de regarder les choses. La première façon, la plus simple, c'est de suivre le chemin du dollar. Normalement, il y a à peu près tout l'écosystème dans ce petit slide. Et on voit bien que la façon dont l'argent circule est parfois avec plusieurs étapes. Et donc ça rend les choses parfois un petit peu complexes. Donc ça, c'est le chemin de l'euro. Et puis, il y a une autre façon de le regarder, c'est avec une approche chaîne de valeur. Donc là, en fait, on regarde entre la création et la distribution, comment sont organisés les différents contrats. Mais si ces slides sont intéressants, l'approche que je vous propose d'avoir aujourd'hui, c'est une approche en zoom arrière encore. C'est-à-dire d'essayer d'aller regarder quelles sont les dynamiques très particulières qui sont associées à notre métier. Le premier, c'est faire des films, c'est un métier d'offre. Alors, petite pause. Métier d'offre, ça veut dire que un marché d'offre, ça veut dire que c'est pas un marché de demande. C'est toujours très choquant, surtout après le Covid, quand on a discuté de ce qui était essentiel ou pas essentiel. Mais la réalité, c'est que si vous êtes sur le marché de l'alimentaire, vous opérez dans un marché où il y a une demande. Si vous êtes sur le marché de l'eau, vous opérez sur un marché dans lequel il y a une demande, puisqu'on ne peut pas vivre sans nourriture ou sans eau. Mais en revanche, on peut tout à fait vivre dans un monde sans film. La preuve, c'est que ça fait uniquement 100 ans qu'on utilise ce support-là pour des véhicules culturels ou de divertissement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que le marché d'offres, ça veut dire qu'on n'a pas d'idée très précise de ce que le public veut a priori, et donc il va lui falloir lui faire beaucoup de propositions pour que finalement il choisisse un projet plutôt qu'un autre. Et donc, cette asymétrie d'offres, c'est le premier élément à bien comprendre. Le deuxième,
c'est qu'on va commercialiser quelque chose qui est une expérience immatérielle. A contrario d'un livre, qui est quand même une expérience immatérielle, mais qui a un objet transitionnel qui est le livre lui-même, ou d'une paire de baskets. L'expérience, ce qu'on va livrer, c'est une expérience qui va se dérouler dans un certain laps de temps, dont on aura des souvenirs, etc., mais qui est profondément immatérielle. Donc on ne peut pas associer de valeur économique à la transition d'un objet. Ça se traduit aussi par d'autres choses, c'est-à-dire que lorsqu'on veut transporter des images d'une frontière à une autre, comme c'est immatériel, il n'y a pas de droit de douane à payer, et donc on peut faire circuler les biens via Internet sans payer de taxes. La troisième, c'est que la valeur est en général perçue a posteriori. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles les exploitants aiment bien en général vous faire payer avant et pas après le film. Parce que dans un certain nombre de cas, si vous deviez payer si vous aviez aimé le film, vous ne paieriez pas après. Et donc cette posture de perception a posteriori, elle est importante parce que jusqu'à ce qu'en fait le film existe, c'est difficile d'avoir une idée de la valeur réelle du projet. L'autre élément, et là on va entrer dans ce qui fonde la difficulté particulière de notre modèle, c'est que faire des films, c'est un métier à forte intensité capitalistique, c'est-à-dire que ça coûte beaucoup d'argent. Je vais reprendre l'exemple d'un livre. Aujourd'hui, écrire un livre, ça ne prend pas beaucoup de ressources, ça prend quelqu'un qui l'écrit, un éditeur, et la diffusion, si elle est numérique par exemple, les coûts de distribution sont très peu onéreux. A contrario, si vous voulez qu'un film puisse exister et le faire apprécier par d'autres gens, eh bien, vous êtes obligé d'investir probablement 80 à 90% du montant total du film pour pouvoir le donner à voir. Et donc cette intensité capitalistique fait qu'on a une dépendance à l'argent qui est extrêmement importante pour que vous puissiez faire exister un projet, même dans des économies faibles. Si on dit que en France, l'économie des films plus fragile est en dessous de 3 millions, ça reste 3 millions, donc c'est une intensité capitalistique infiniment plus importante que dans les secteurs, par exemple, de la musique ou à nouveau de l'écriture de livres. Et enfin, le dernier point, et celui-là, il est souvent sous-estimé, c'est la symétrie talent. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'un cinéaste a un projet en tête, il l'a en tête. Lorsque l'investisseur le rencontre, il n'a aucune idée de ce que le cinéaste en question a en tête. Et donc, avoir une appréciation précise de ce que c'est que le projet, ça va nécessiter de déployer l'intégralité du capital. Et donc, la situation de départ, c'est que cette asymétrie, paradoxalement, est extrêmement en faveur du talent, qui a une latitude au moment où il commence à travailler qui est énorme. Et tout ça fait que notre secteur est perçu comme extrêmement risqué. Lorsque vous avez un choix entre un investissement qui est risqué et un investissement qui ne l'est pas, vous allez vers quelque chose qui l'est moins. Et donc, ce que l'industrie a affiné, parce qu'on est sur une industrie très mature, ce que l'industrie a réussi à affiner dans le temps, c'est une approche économique qui puisse atténuer le risque. Et le mécanisme pour l'atténuation du risque, c'est finalement une mesure de 2 critères. La première, c'est le niveau d'expérience des gens à qui on va confier les capitaux. Donc ça, le critère du niveau d'expérience est relativement simple, c'est combien vous avez fait de films avant. Si vous n'en avez pas fait, vous avez moins d'expérience que vous en avez fait, et c'est totalement objectif. Tout le monde sait très bien le nombre de projets sur lesquels vous avez travaillé. Et le deuxième, c'est est-ce que le film sur lequel vous avez travaillé a rencontré un succès économique ? L'ensemble de ces 2 notions, expérience plus succès économique, on l'a encapsulé dans un facteur qu'on appelle la réputation. Souvent, en anglicisme, on dit est-ce qu'on est bankable ou pas ? Mais la mesure de cette réputation, comme je vous disais tout à l'heure, elle s'est construite dans le temps autour de chiffres. Notre industrie est particulièrement transparente en matière de chiffres, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, on a une vision relativement claire des budgets qui sont alloués aux projets pour leur fabrication. En général, si on lit le film français par exemple, on a une idée relativement fidèle des budgets qui sont communiqués par les producteurs. On a des résultats au box-office, le ciné-chiffre, on a les médiamétriques qui permettent d'estimer, et lorsque YouTube s'est lancé, on avait le nombre de views, et lorsque Facebook s'est lancé, on avait le nombre de pouces en haut. Et donc, toutes ces métriques visent à recenser en fait, la performance économique, parce que en fait, c'est un levier indispensable pour convaincre des investisseurs de venir travailler sur un projet ou un autre.
Et ça se traduit vraiment dans toutes les dimensions. Selon les représentations, là c'était une représentation il y a 2 ans, mais on voit par exemple sur Wikipédia, quand on tape Captain Underpants, on voit que ça a coûté 38 millions de dollars et que le box-office monde était de 125 millions de dollars. Donc ça permet d'avoir une idée de la performance que l'équipe qui a travaillé sur ce projet est capable de délivrer d'un point de vue d'investissement économique et de restitution de cet investissement économique. Et c'est donc vrai pour tous les secteurs. C'est vrai en France aussi. Et bon, en plus, on voit qu'il y a d'autres indicateurs qui ont été construits dans le temps sur la façon dont les spectateurs apprécient ou pas. Mais il s'agit bien de chiffres. Ce que ça entraîne, c'est qu'il y a une évolution naturelle de l'économie, ou en tout cas de la possibilité de négocier pour les talents. Alors pour expliquer ça, je vais tracer un premier axe qui sera un axe de réputation. À gauche, vous êtes inconnu, et à droite, vous êtes reconnu. Et puis on va faire un axe vertical qui est la volonté des investisseurs à consacrer de l'argent à votre projet. Au départ, c'est 0. Et puis, vous allez voir, après, ça peut rapidement être l'infini. Alors, comment ça marche? C'est super simple. Vous avez un premier projet, vous êtes inconnu, la flèche est rouge parce que vous n'allez pas avoir de financement pour pouvoir faire votre projet. La raison est simple, c'est comme vous n'avez pas déjà une performance, vous êtes considéré avec un niveau de risque qui est trop élevé. Et donc, ce que tout le monde a fait dans le métier, c'est qu'on a rejoint une équipe ou on s'est fait rejoindre par une équipe qui a rendu le projet possible. Et la petite flèche, elle est devenue verte parce que quelle que soit l'économie dans laquelle vous avez travaillé, un film à 600 000, 1 million, à partir du moment où vous arrivez à retourner l'investissement, vous devenez un acteur crédible de cette fonction économique et donc de ce type de budget. Et donc ce qu'on va vous demander si vous voulez faire un deuxième projet, on va vous situer exactement au même endroit. C'est-à-dire que si vous avez un projet à 1 million, on va vous demander de refaire un projet à 1 million. Si c'est un projet à 3 millions, on va vous demander de faire un projet à 3 millions. Évidemment, les meilleurs talents, ils arrivent au cours de leur pratique professionnelle, à associer d'autres équipes. Et donc leur deuxième film, ils augmentent leur niveau de réputation, puisqu'ils travaillent avec des équipes qui sont encore plus connues ou avec une réputation qui est plus marquée, et ainsi de suite. Et donc le troisième film, pareil, la performance économique étant bonne, on va vous demander de refaire exactement la même chose, mais comme vous essayez de vous progresser dans le métier, voilà, ça donne cette progression naturelle et que le marché a complètement absorbé. À titre d'info, par exemple, ce graphe que j'ai tracé, c'est par exemple le parcours professionnel du réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, qui en 4 films a travaillé sur un projet dont le budget était 200 millions de dollars et a restitué au studio qui l'a engagé 1,3 milliard de dollars. Donc parfois, ça peut aller très vite en 4 films. Et donc ce phénomène est bien connu sous le nom d'inflation des talents. Et cette inflation, en fait, vous avez bien compris à quoi elle est due. Elle est due au fait que d'une part, il y a une rareté des talents, c'est-à-dire que plus on va vers la réputation élevée et moins les gens sont nombreux. En fait, il y a beaucoup plus de gens qui veulent entrer dans le métier et qui veulent faire des projets, mais qui restent bloqués dans un accès aux capitaux qui est limité. Et puis il y a une toute petite partie de la démographie de nos expertises qui va réussir à passer le mur de la réputation et qui du coup va devenir éligible à des projets et des rémunérations qui sont plus importantes. Et considérés par ailleurs par les investisseurs comme étant moins risqués, puisque comme ils ont apporté des scores importants, le paradoxe c'est que quand vous avez passé cette barre de la réputation, tous les investisseurs du monde veulent venir chez vous et ça crée une inflation par rareté des talents, mais par un deuxième phénomène qui est celui du fait que nous opérons dans un écosystème, c'est une expression que j'aime beaucoup pour ceux qui me connaissent, qui est un oligopole à franges. Les petits, là, c'est les indépendants. Leur boulot, c'est de découvrir les nouveaux talents et de faire des projets qui sont à faible budget. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui devient très talentueux, il se fait repérer par les grosses entités, on va les appeler les studios. Et ces gros studios, en fait, eux, leur boulot, c'est d'essayer d'extraire la valeur des talents quand ils ont été identifiés par les petits acteurs. Il n'existe pas de taille intermédiaire, en fait. Ça passe de l'un à l'autre assez brutalement. Et donc, cet oligopole à franges fait subir une inflation des talents, puisque comme vous avez vu, dans le cas du réalisateur que je citais tout à l'heure, il n'a pas commencé dans les studios. Il a commencé avec un parcours indépendant, et il s'est fait rapidement aspirer. Et une fois qu'il est au sein de l'oligopole, tout le monde veut investir sur lui.
Donc cette inflation, elle est bien connue, elle est tellement bien connue que les studios en particulier ont beaucoup travaillé pour essayer de savoir comment on pourrait contrôler l'inflation. Et le contrôle de cette inflation est limité, puisque vous avez vu, hein, si je résume ce que j'ai dit, un, les chiffres sont totalement connus, et deux, on sait quels sont les talents qui ont la meilleure réputation. Donc évidemment, l'investissement va se situer toujours au même endroit, et ça crée cette surinflation. Alors il y a des phénomènes qui permettent de régler l'inflation. Il y en a un qui est simple, c'est la démographie. On a beau avoir toute la réputation du monde, il y a un moment où on meurt, et donc on ne peut plus être récipiendaire de tout l'argent du monde. Le deuxième critère, c'est l'entente oligopolistique. Je l'amène ici parce que c'est moins connu dans le métier de la prise de vue réelle, on va dire, mais dans le métier du cinéma, je précise qu'elle est illégale, dans le métier du cinéma d'animation, il y a eu des ententes entre acteurs qui, alors que les talents étaient en cours de reconnaissance et qui devaient normalement être survalorisés dans ce mécanisme économique, il y avait une entente entre les acteurs qui a été amendée depuis, où les gens se passaient des coups de fil en disant si tu l'embauches, tu ne l'augmentes pas en salaire, parce que quand même... Voilà. Et donc, ça a été un des mécanismes qui a été utilisé. Il y a un troisième mécanisme que je voulais partager avec vous, parce qu'on trouve de la littérature dessus. Alors, c'est ce qu'on appelle la cooptation. Alors, la littérature qu'on trouve, c'est sur les Oscars. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'on a introduit finalement ces mécanismes de cooptation. C'est important pour découvrir des nouveaux talents, mais c'est surtout important d'un point de vue économique. Et le raisonnement est le suivant. Vous avez un pool de talents, et ce pool de talents reçoit un investissement de la communauté des investisseurs, hein, qui est à l'échelle 1. Et l'année suivante, vous les récompensez. Et donc, tout d'un coup, le pool de talents, il est l'ensemble des talents de base, plus les nouveaux qui ont été awardés. Ce qui est super, c'est que c'est un rythme annuel. Donc, en général, il y a un nouvel acteur, un nouveau réalisateur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des catégories « nouveau quelque chose ». Et le raisonnement est simple. Comme l'investissement est resté le même, la pression économique que subit l'investisseur, elle est diminuée du nombre de nouveaux talents qui sont entrés sur le marché, puisque unitairement, chacun des talents devient récipiendaire d'une fraction moins importante de la même somme d'investissement. Et donc ça a été pensé comme ça au départ, ce qui est intéressant. Mais on va voir que dans les évolutions plus récentes des modèles d'affaires, beaucoup de choses ont changé. Et en particulier, en reprenant cette vision un peu globale, il est évident que l'arrivée de nouveaux acteurs a un petit peu changé les choses. Et la raison pour laquelle ça le change, finalement, c'est que précisément, ils ont décidé qu'ils ne communiqueraient pas les chiffres. Donc il y a une asymétrie qui est mise en œuvre. Alors je dis, en fait, ils ne les montrent pas, mais si, eux, ils les ont de façon détaillée, parce que ce qui est toujours très important d'un point de vue d'investissement, c'est de représenter à leurs investisseurs la performance de leur investissement. Et lorsqu'une plateforme acquiert un titre, en général, elle ne va communiquer que le top 10, ou elle va communiquer les scores de la première semaine. Mais elle va regarder pour elle le score dans le temps. Et c'est un biais très important parce qu'il change la dynamique économique. Si on reprend exactement le même raisonnement du côté de l'inflation talent, eh bien, tout simplement, ce que ça fait, c'est que ça rabat l'inflation dans le temps, puisque seules les plateformes qui ont les chiffres ont une idée intrinsèque de la valeur relative, de la progression de la valeur du talent qu'ils ont embauché. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça leur permet d'acquérir des titres à coût très contrôlé, puisque seul le prix d'achat d'un programme permet de définir sa valeur. Et donc, c'est en général un prix d'achat qui n'est pas assorti de conditionnalité de succès, hein, très rarement, en fait. Ça commence à s'ouvrir un peu, mais c'est assez rare à cause de ça. Et le deuxième aspect, je vous disais tout à l'heure, c'est le contrôle de l'affiliation talent. Vous comprenez pourquoi, si le talent n'a pas une transparence sur les chiffres, il n'est pas capable de plaider une position qui est effectivement différente en termes de valeur. Et le troisième élément, qui est souvent mal compris, c'est que lorsque on est rentré dans le système, c'est difficile d'en sortir. Si un talent est rentré pendant 3-4 ans dans un des écosystèmes des plateformes, lorsqu'il va sortir, les investisseurs vont lui demander, comme ils ont toujours fait dans le marché précédemment, quel était le score en réputation qu'ils ont réussi à atteindre au sein de la plateforme. Et du coup, les gens qui en sortent ne sont pas en mesure de communiquer les chiffres parce qu'ils ne les ont pas eux-mêmes. Et donc, ça a une tendance à isoler les talents dans une seule plateforme, puisque pour le coup, la plateforme est la connaissance des chiffres. Et donc, si vous avez fait une bonne performance, ils savent eux-mêmes comment éventuellement vous garder. Voilà. Accessoirement, je mettais dans ma petite courbe verte que je vous propose ici, vous voyez, à l'initial, dans la mesure où l'inflation dans le temps est contrôlée, il y a une possibilité pour ces plateformes de faire un investissement plus important au départ.
C'est-à-dire qu'ils peuvent dépenser un peu plus d'argent au départ parce qu'ils ont un meilleur coût dans le temps de l'évolution de cette inflation talent. Et donc, j'espère qu'avec cette petite explication, je vous ai démontré le fait que le rapport de force qui existe finalement entre les acteurs historiques Hollywood et les nouveaux acteurs Silicon Valley, c'est effectivement sur la position des technologies, mais c'est aussi parce qu'ils ont réussi à introduire un modèle économique qui est foncièrement différent. Et dans ce rapport, évidemment, ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution de cet écosystème. J'aurais dû rajouter Apple qui est là, mais lorsqu'il est confronté au vieux système, et le vieux système, en fait, il s'est défendu avec des outils assez classiques d'un point de vue économique, qui est, en fait, soit ils produisent des contenus exclusifs pour eux, c'est-à-dire que tout d'un coup, par exemple, Disney dit « moi, mes contenus seront visibles que sur ma propre plateforme », ou ce qu'on appelle arms dealers, c'est-à-dire des studios qui vont produire pour tout le monde. Donc ils sont dans une taille critique qui est suffisante, ils ont des contenus en abondance, et donc ils sont capables de délivrer une masse importante de projets. Donc ils maintiennent un rapport de force dans cet échange-là, mais l'approche, c'est vraiment l'approche vendeur d'armes. Évidemment, quand on est un indépendant, ça pose le problème spécifique du rapport de force qu'on a face à cet écosystème quand il se consolide. Mais vous avez vu que dans ma présentation générale, j'ai aussi un tropisme technologique. Donc lorsque, personnellement, j'ai vu émerger ce beau rapport de force, la première question que je me suis posée, c'est de dire, mais il y a des technologies, il me semble, qui pourraient permettre de faire face à ce nouvel écosystème, ou en tout cas, qui permettraient de garder une partie du dispositif de mesure de réputation tel qu'il existait dans l'écosystème, puisque finalement on est dans un système mature qui avait trouvé sa vitesse de croisière, où il y avait des rapports de force, mais en tout cas il y avait une économie qui était simple et comprise par tout le monde. Et donc est-ce qu'il y a des technologies qui permettent justement de mesurer ces chiffres, y compris dans l'univers numérique? Eh bien la réponse est oui, et même je pense qu'il y a des technologies qui vont être particulièrement intéressantes. Le blockchain, qui permet de lister toutes les transactions à ce qu'on appelle peer-to-peer, c'est-à-dire que quand quelqu'un est en train de regarder un contenu vidéo, celui qui le transmet peut faire une clé unique et donc restituer une transaction. Et on peut lister l'intégralité de ces transactions en utilisant la blockchain. Le NFT, c'est une version plus récente de ça, qui est la propriété associée à un actif numérique. Et donc, on peut faire des contrats smart, ce qu'on appelle, donc des contrats qui lient celui qui regarde, celui qui diffuse et celui qui crée. Donc les technologies existent, on pourrait les déployer. Mais la réalité, c'est que, comme je vous l'ai montré, il y a un bénéfice économique majeur à utiliser le modèle tel qu'il est en place tout de suite maintenant. Puisque ça permet, dans le temps, de changer le rapport de force qui existe entre l'investisseur et le créateur dans le temps, en abaissant le coût de procurement, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le coût d'achat des programmes. Et donc, on est à un stade pour le moment, et ça pourrait évoluer, dans lequel l'intégralité de l'écosystème est beaucoup plus intéressée à adopter ce dispositif-là à cause des économies qu'il permet de générer, plutôt qu'à revenir au système d'avant et de resubir à nouveau l'inflation talent. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce que vous savez tous, c'est ces nouveaux acteurs technologiques qui sont dans un rapport de force avec les acteurs historiques, ils sont arrivés finalement en plus. Et donc on est face à une demande qui est absolument sans précédent. C'est-à-dire que je pense que les plus âgés dans la salle pourront témoigner du fait qu'on est dans un moment dans lequel la demande de création de films, séries, ce qu'on appelle les contenus en général, est avec un momentum exceptionnel. Et du coup, ça pose légitimement la question de quelles sont les priorités et comment on se positionne par rapport à cette nouvelle demande. Et donc, je ne pouvais pas me présenter devant vous aujourd'hui sans amener une autre petite dimension, zoom arrière numéro 2, qui est cette jolie petite planète bleue, et donc avoir une réflexion sur l'impact de notre activité dans le contexte des engagements climat sur lesquels l'ensemble de la population réfléchit aujourd'hui. Et alors, je ne suis pas le seul à préconiser, ou en tout cas à penser que c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'on doit intégrer à notre pratique. Et je vais expliquer comment je pense qu'on peut concrètement l'intégrer à notre pratique à la fin. Lorsqu'on parle de l'impact carbone du streaming, vous avez peut-être vu des grands titres qui parlaient du fait que c'était extrêmement coûteux en termes de carbone de regarder des images en streaming, sur YouTube, sur Netflix, sur Amazon, etc. Et c'est une affaire très sérieuse, puisque du coup, il y a un think tank
qui a émis un avis sur cette consommation-là, une opinion, et qui a été corrigé par les acteurs du secteur média. Pour ceux que ça intéresse, la réponse consensuelle en ce moment, c'est que regarder 1 heure de contenu en streaming, c'est comme faire 3 coupes et demie de popcorn, ça c'est probablement pour la référence du cinéma, ou c'est rouler 100 mètres avec une voiture. Attention, c'est basé sur des approximations qui sont la moyenne de dépenses carbone en énergie sur un territoire donné. Par exemple, en France, c'est moins parce qu'on a plus de nucléaire, mais en tout cas, ça commence à donner une idée. Et dans la représentation, on peut commencer à mesurer ce que c'est que l'impact de l'activité de visionnage par le streaming, l'impact carbone, c'est-à-dire quel est l'impact sur la planète de la diffusion des images via des interfaces de streaming. Alors pourquoi j'en parle là? Parce que je trouve que le cas est intéressant. La façon dont les data centers et les streamers partagent les efforts qu'ils sont en train de faire pour ne pas foutre la planète à l'envers avec nous, c'est qu'ils disent, d'une part, on fait face à une demande absolument exceptionnelle, c'est le slide que vous voyez à gauche, et vous voyez qu'effectivement, il y a une progression qui est tout à fait intense. On sait qu'il y a en plus, dans le cadre du Covid, une progression qui est très spectaculaire. Et puis sur la slide de droite, là, vous voyez d'une part en vert la consommation électrique des data centers qui servent à diffuser l'intégralité de ces choses-là, et l'impact carbone en mégatonnes de CO2 dans le temps. Ici, on voit bien que c'est une progression qui est quasi exponentielle, en tout cas linéaire, mais avec une grosse pente. Et ce n'est pas le cas du côté des data centers. En fait, la raison est relativement simple, c'est que les data centers eux-mêmes optimisent leurs dépenses énergétiques et surtout, ils bénéficient de toutes les caractéristiques de l'informatique, comme la loi de Moore, qui veut que tous les 18 mois, la densité des circuits double, etc., qui est encore valable pour quelques mois, semble-t-il. Et donc, l'efficacité énergétique, elle est restituée pour faire face à l'augmentation exponentielle. Et donc la position aujourd'hui, ça consiste à dire, regardez, on a une progression qui est phénoménale, mais nous, on reste à peu près plat. Et en plus, on est en train de faire évoluer notre mix carbone. Et vous voyez, on est en train de diminuer sensiblement, mais lentement, notre impact carbone sur la production d'énergie. Alors ça peut être vu comme quelque chose qui est positif, sauf que la problématique, c'est que depuis que les États se sont rencontrés et qu'ils essayent de lutter contre le réchauffement climatique, il y a des objectifs de consommation zéro. Et l'expression classique, c'est de dire... no free rider, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui voyage gratuit, c'est-à-dire que tout le monde doit faire un effort de réduction. C'est-à-dire que se placer dans un secteur dans lequel on explique que notre dépense énergétique est plate parce qu'on fait face à une forte croissance, c'est pas prévu. C'est-à-dire qu'indépendamment des situations de croissance des marchés, il faut que tout le monde fasse un effort pour arriver à zéro émission en 2050, quoi qu'il arrive. Et si des secteurs s'en dédommagent, ou en tout cas ne le font pas pour des raisons de croissance, à ce moment-là, tous les secteurs pourraient se positionner en disant « mais moi, je suis capable de maintenir des conditions de croissance, et auquel cas, je n'ai pas à le faire ». Et donc, c'est une vraie problématique de fond sur comment on va aborder cette correction. Et il y a quelques clichés qui circulent, comme par exemple... en fait, les premières mesures pour lutter contre le réchauffement climatique et en particulier l'utilisation des ressources dans le cadre de la production audiovisuelle, elles sont du domaine du sens commun. Et c'est vrai qu'en, par exemple, utilisant moins de transports ou des transports communs, etc., on arrive à faire chuter l'impact carbone et on arrive à faire chuter la dépense en même temps. Et donc, il y a une espèce de gagnant-gagnant qui existe. La réalité, c'est que c'est très facile de faire les premiers efforts. Mais si on se réinscrit dans le temps, en fait, à 2,5% par an, depuis 2015, ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait être au minimum à moins 15%, et que donc il va falloir soutenir un effort qui va aboutir à net zéro en 2050, et en 2030, 50% de consommation en moins. Et donc ce que je voulais vous dire là, c'est que, en dehors de ce qui s'est passé pour la Covid, l'évolution de la consommation énergétique va reposer sur des investissements chers, et des choix complexes. Et tous les spécialistes en témoignent. C'est pas facile de faire de l'énergie non carbonée, mais tous les secteurs en fait sont concernés sur comment on va aller au-delà de la première marche qui est facile à atteindre en fait. Et donc ça nécessite d'avoir de la méthodologie relativement simple, connue par tout le monde. Il faut cibler ses objectifs, il faut les planifier, mesurer
adapté, c'est-à-dire qu'on fait un cycle, hein, on dit, moi je sais comment consommer moins de carbone, on partage la bonne pratique, je vais venir après, puis on planifie, et si on garde cette mesure et qu'on s'y tient, on est capable de dire si on est au-dessus ou en dessous, et donc d'adapter un peu moins, un peu plus, de manière à pouvoir être sur le chemin de la bonne orientation. Dernier critère, c'est de dire, et si on n'y arrive pas, on sera capable de compenser les émissions carbone. Vous savez, c'est cette histoire de planter les arbres. Mais, et c'est pour ça que je voulais en parler dans la droite ligne de la description économique que je vous ai fait avant, en fait, on a pas mal de problèmes à résoudre et qui sont structurellement liés à notre industrie. Et je le dis là plutôt pour qu'on puisse justement en discuter ensemble que pour apporter des réponses ou une vision si claire, aussi claire que celle que j'ai eue dans la première partie. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est dans un marché d'offres. Je ne vais pas y revenir, mais vous avez bien compris, un marché d'offres, par définition, il surproduit. C'est-à-dire que dans un marché d'offres, une grosse partie, si ce n'est la majorité de l'offre, est destinée à ne pas être vue ou ne pas être achetée. Donc c'est un contexte de gâchis énergétique qui est très important. Et pourtant, on a besoin que l'offre soit importante pour que les publics puissent choisir. Et donc c'est un paradoxe qui est extrêmement problématique pour notre industrie, mais qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Quel film faire? Le deuxième, c'est qu'on est sur une base projet. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous intervenons sur un projet, et puis peut-être que le prochain projet, c'est dans 6 mois. Ça veut dire que du coup, il y a une discontinuité entre les projets, et que donc garder un objectif de trajectoire, ça va nécessiter que les acteurs qui, eux, ne s'arrêtent pas, prennent une grosse part de responsabilité, comme par exemple les plateformes, puisque les plateformes ont installé ce qu'on appelle un usage forcé, qui est une troisième problématique qu'on va avoir à résoudre ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un usage forcé? Vous le connaissez avec la canette de bière ou la petite bouteille d'eau minérale. C'est pas que vous voulez avoir de l'eau comme ça, mais c'est comme ça qu'elle vous est vendue. Donc après, selon les postures marketing, on peut vous convaincre de recycler votre bouteille, mais c'est pas vous qui avez demandé la bouteille plastique au départ, vous vouliez de l'eau essentiellement. Donc la construction de l'offre, dans notre cas, pour revenir à notre industrie, via les applications, entraîne un certain nombre de contraintes d'usage qui fait que sur ces usages, l'utilisateur a relativement peu de leviers. Et donc, on peut nous éduquer à éteindre notre décodeur, etc., mais on n'a pas demandé un décodeur pour regarder des films. Et donc, la liberté des usages est quelque chose qui est très restreint, et plus les plateformes se développent, plus elles ont tendance à restreindre cette liberté d'usage. Donc, ça veut dire qu'elles ont une énorme responsabilité dans la façon dont elles vont contrôler la consommation énergétique de ces usages et l'impact sur les ressources. Puis le troisième point que je voulais mettre, c'est on est dans une chaîne de valeur. Donc je ne vais pas revenir en détail sur ce cercle qui me passionne, mais qu'on pourra voir un autre moment. Il y a beaucoup de dynamiques autour de la sobriété, la collaboration, optimisation de la valeur. C'est surtout partage de la valeur. Je pense que beaucoup d'entre vous ont reçu des demandes de faire des tournages plus écologiques. Mais souvent, il n'y a pas de complément budgétaire pour mener ces travaux-là. En général, ça doit rentrer dans l'enveloppe de base, à nouveau, sur le critère de ce que je vous ai décrit comme une économie qui vient avec la sobriété. Donc il y a des effets d'économie, mais pour envisager une réduction jusqu'à l'objectif, ce ne sera pas uniquement des économies, ce sera aussi des investissements. Et après, il y a des enjeux de transparence, c'est-à-dire sur quand on a réussi à trouver de la performance, comment est-ce qu'on peut partager ces données, comment on peut partager ces bonnes pratiques, de manière à ce qu'on puisse avoir une planification collective et systématique. Tout ça, c'est très sympathique, mais en plus, ça nécessite que chacun d'entre nous progresse de façon très importante sur cette thématique environnementale. Et quand on commence à regarder ça, il y a une doc d'une abondance absolument phénoménale, relativement peu coordonnée et relativement peu normée. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup à cœur de le partager avec vous ce matin, c'est que ça va être beaucoup des organismes professionnels qui vont définir quelles sont les priorités et quels sont les standards. Ça va être les organismes professionnels ou les fabricants de matériel. Et vous savez, quand on regarde l'évolution technologique, légitimement, on doit se poser dans ce contexte du rapport économique que j'ai décrit dans la première partie et de cette problématique écologique et de carbone et de climat, en fait, sur la deuxième partie, pour essayer de déterminer quelles sont les futures technologies qui sont vraiment utiles à notre industrie. Et je me souviens d'avoir participé à des débats passionnés concernant la résolution, concernant l'espace coloré,
Je suis tout à fait passionné et j'ai eu le plaisir de découvrir des projets de plateaux virtuels dans le cadre de la responsabilité que m'a confiée le CNC sur le choc de modernisation. Tout ça sont des projets qui sont évidemment très intéressants, très utiles, mais on doit pouvoir aussi les évaluer sur le critère de la sobriété, parce qu'il ne faut pas qu'on perde que, en termes d'objectifs général, en plus de faire des projets et qu'ils rencontrent leurs spectateurs, on a des objectifs de sobriété à construire ensemble dans toute cette complexité dynamique par projet que j'expliquais avant. Et ce ne serait pas complet du point de vue de ma perception si on n'introduisait pas en plus la problématique des talents. Tout à l'heure, je vous ai dit que on pouvait faire circuler les images sans aucun problème. Et il n'y a aucun doute sur le fait que lorsqu'on va mesurer l'impact carbone que produit un film, il est important de regarder ce que individuellement chacun des talents, chacune des personnes qui est impliquée, consomme lui-même comme carbone, puisque vous savez, c'est cette vision complète du carbone qui va de l'extraction de la ressource jusqu'à son recyclage, idéalement, mais qui passe par tous les acteurs économiques. Et s'il y a un certain nombre de métiers qui vont émerger pour nous aider à trouver des bons chemins, des bonnes priorités, de la même façon qu'on a vu émerger des conseils Covid, c'est tout à fait légitime d'imaginer qu'il y a des conseils environnementaux qui viennent sur les tournages, ce qui est déjà le cas dans un certain nombre de tournages. Mais en plus, il y a un autre phénomène qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque les images circulent librement, par exemple en post-production ou en animation, ils vont aller à l'endroit où, si on prend comme critère l'impact carbone, ils vont aller à l'endroit où l'impact carbone est le plus faible par habitant. Et en fait, il y a une relation très directe entre la pauvreté et la consommation carbone. Et donc, ça, c'est un graphe qui est sorti par Oxfam cet été, l'été dernier, et qui explique très très bien que c'est très important d'expliquer à la planète entière les problématiques de gestion des ressources et d'impact carbone. Mais ceux qui ont à changer leur attitude, c'est le top 5%. Et c'est mal parti parce que rien que dans les 3 dernières années, ils ont quasiment doublé leurs émissions carbone. Et donc, pour vous resituer mon parcours par rapport à cette problématique-là aussi, lorsque j'ai pris la responsabilité de la division animation et jeux vidéo dans le groupe Technicolor, il y a des ressources à Paris, à Montréal, et il y en a d'autres à Bangalore. Et il est évident que la partie du travail qu'on fait à Bangalore est à coût plus limité, c'est-à-dire que la richesse qui est générée pour chacun des artistes qui est à Bangalore est plus faible, et ça entraîne mécaniquement un coût carbone dépensé par ces talents qui est plus faible, puisqu'il y a une relation directe entre la richesse et l'impact carbone. Et donc, une des problématiques, si on ne prend que l'impact carbone, ou si on considère que la réduction est le seul objectif, c'est qu'il risque d'avoir un outsourcing encore plus massif dans des territoires où la consommation carbone est plus faible. La seule façon de se dépendre par rapport à ça, c'est d'envisager que nous exploitions notre richesse pour non pas uniquement diminuer l'impact carbone, mais aussi peut-être faire une contribution positive, si on est capable de restaurer des ressources. Et donc d'être carbone négatif, ce qu'on appelle. Donc ça veut dire que si on adopte ce principe intellectuel, il ne faut pas uniquement venir à zéro, mais il faut aussi trouver des solutions pour être effectivement carbone négatif, pour rester compétitif. Je ne pourrais pas conclure en face de cinéastes et de créateurs sans parler des histoires du changement. L'été, et même le journal télévisé hier soir nous rappelait qu'on a une idée assez précise de l'impact du changement climatique en termes d'impact social, réfugiés climatiques, incendies, progression de l'humidité, de l'aridité, etc. Et finalement, ce qui est très important et qui est une autre responsabilité de notre communauté, je pense, c'est de donner des futurs possibles et qui sont précisément des futurs dans lesquels on ne fait pas face à ces difficultés comme on l'est aujourd'hui, en tout cas, d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait réussi à avoir des futurs possibles. C'est-à-dire quelles sont les histoires et les scénarios qui vont nous permettre de penser l'avenir d'une façon positive. C'est-à-dire on se dit, on a eu cette transition qui a duré jusqu'en 2050 et on a réussi. De quoi est fait ce monde ? Alors je ne suis pas le seul à penser qu'il faut que, en particulier en termes de responsabilité, notre communauté prenne ce sujet à bras-le-corps. Il y a un organisme anglais qui s'appelle Albert, très très actif en matière de conseils sur le
les films à net zéro, ce qu'on appelle, donc l'impact carbone des productions, et qui a beaucoup d'outils que je vous conseille d'aller regarder. Et eux, ils proposent un outil sur lequel, y compris d'un point de vue de l'écriture des scénarios, est-ce que les films passent le test planétaire? Et donc, ils ont 3 critères. Ils disent que, bon, on parle du sujet Terre dans le projet un jour ou l'autre. Et si quelqu'un a une attitude négative vis-à-vis de la planète ou de la diversité en général, du coup, c'est un personnage qui a des caractères négatifs. Je pousse le bouchon exprès, hein, parce qu'on va ouvrir les Q&A. Et le dernier, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on montre des exemples positifs sur des effets qui sont positifs par rapport à la planète? C'était vraiment une conclusion plutôt pour essayer de créer une ouverture, comme vous l'avez bien vu. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité dans notre pratique, mais il y aura aussi un sujet, effectivement, dans les histoires qu'on peut raconter. Et pour être plus impliqué depuis que j'ai quitté le groupe dans ces thématiques-là, ce dont je m'aperçois, c'est qu'on a une vision très précise et scientifique des possibles, mesurables techniques, mais pour pouvoir créer de l'adhésion et du désir, il faut créer des futurs possibles intéressants, enthousiasmants. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à se fixer un but avec des objectifs enthousiasmants, c'est très difficile de les construire, en particulier d'un point de vue politique et social. Avec ceci, je vais conclure ma présentation et je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, c'était super intéressant et ça fait des années que j'attends d'avoir ce type de réflexion et qui donne aussi du sens dans nos métiers que j'ai personnellement perdu, mais c'est pas grave. Jean-Marc Jancovici dit qu'a priori, il faudrait 2 à 3 Covid par an pour y arriver. Oui. Du coup, quelles conséquences pour nous dans les industries techniques et le cinéma? 2 ou 3 Covid par an tous les ans? D'abord, je pense que M. Jancovici est un sacré expert, donc moi j'aurais plutôt tendance à regarder son expertise. Notre domaine, ce qu'on appelle le media entertainment, au titre général, représente des émissions qui sont relativement faibles, quand même. C'est-à-dire que finalement, la raison pour laquelle le streaming a été évalué du point de vue de sa consommation énergétique, c'est que c'est finalement un des bras sur lequel il consomme le plus d'énergie. Et donc, chacun doit faire sa part. Et dans l'effort global, ce qui est le plus important, c'est finalement les producteurs d'énergie qui ont un énorme rôle à jouer. Mais nous, en fait, on est un maillon de l'utilisation de ces énergies. Et donc, on a une responsabilité qui est à la hauteur de ce que notre impact représente. Et c'est pour ça que je voulais absolument introduire finalement dans la présentation une problématique qui est qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue de la performance. C'est-à-dire que nous, on doit prendre notre mission de sobriété comme étant extrêmement sérieuse. Mais par ailleurs, on a des idées à faire passer. Et en tout cas, la raison pour laquelle le média occupe cette place en termes d'investissement, pourquoi est-ce qu'il intéresse autant les gens, c'est qu'il sert à faire passer des idées, précisément. Et donc, il y a un rapport de force à réinstaller sur le fait que oui, on peut penser à un avenir qui n'est pas uniquement angoissant. Et il faut réfléchir avec des gens comme M. Jancovici, peut-être, pour imaginer des futurs possibles et essayer de les donner à voir. Merci, c'était très intéressant. C'est pour compléter ce qui vient d'être dit. Je vous invite à lire l'étude EcoProd où justement on précise que l'impact carbone de la filière audiovisuelle en 2019, en fait, le streaming représente effectivement 58%. Et que donc il y a des schémas justement sur plusieurs années qui sont indiqués. Donc je vous invite à lire sur ecoprod.com et souligner une première initiative qui a été apportée notamment par Canal+, qui maintenant propose aux spectateurs sur la plateforme en ligne de choisir le mode de diffusion des films et sensibilise le spectateur justement à l'impact du streaming en disant choisissez tel format, et vous consommerez un. Voilà. Donc il y a déjà des choses qui sont mises en place et je pense que d'impliquer le spectateur, en plus évidemment de toute la filière, est très important. Merci. Je vais rebondir sur ce point. C'est vrai qu'on peut voir beaucoup d'initiatives là en ce moment et je pense que la réflexion elle mature puisque beaucoup de groupes sont en train de réfléchir à comment financer leur transition. C'est-à-dire qu'en dehors du changement des pratiques, dont je vous expliquais qu'elles sont quand même un petit peu forcées, il y a aussi des enjeux de renouvellement des équipements technologiques et il faut essayer de fixer des priorités. Je vais reformuler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tant qu'opérateur, vous pouvez librement vous poser la question de savoir si la priorité c'est d'être en 8K, 12K,
26K et en 120 images par seconde. Est-ce que c'est une priorité dans le cadre de votre pratique? Il y a sûrement des cas dans lesquels c'est indispensable. Mais si en termes génériques, pour se donner un ordre de grandeur, on fixait la résolution et on fixait la cadence d'image pendant les 10 prochaines années, on pourrait bénéficier en plein de la loi de Moore, c'est-à-dire qu'on pourrait très facilement atteindre les objectifs. Ce qui est assez dingue, mais c'est comme ça. C'est assez marrant parce que les questions, autant les questions économiques que vous évoquez au départ, c'est des questions que je me suis posées pour essayer juste de comprendre dans quel environnement économique j'étais. Autant les questions d'écologie, je me les pose, mais je ne me les étais pas posées dans ce sens-là. Et tout ça, et le truc où je me pose la question, où ça rejoint moins, entre guillemets, les petites réflexions que je me suis faites de mon côté, c'est effectivement, pour en revenir à la 4K et tout ça, des choses qui sont un peu intéressantes, parce que moi, comme tout le monde, on essaye de m'imposer la 4K. Je ne comprends pas précisément pourquoi, parce qu'effectivement, quand je vais au cinéma, moi, la différence entre le 2K et le 4K, personnellement, je ne le vois pas, mais aujourd'hui, quand on est opérateur, on est obligé d'utiliser des caméras qui sont plus grosses. J'imagine que comme elles sont plus grosses, et elles utilisent plus de ressources, enfin c'est plus de mégabits, plus de machins, plus de trucs, avec le fait qu'en plus on fait de la 4K pour finalement que ces images finissent sur nos téléphones, pas sur un grand écran, puisque qualitativement sur un grand écran, à part sur certains plans on le voit, mais essentiellement la 4K elle est utilisée pour ça. Et la réflexion que je me suis faite, moi, aujourd'hui, qui est compliquée pour moi, c'est qu'à chaque fois... Alors, c'est vrai pour le streaming, parce qu'effectivement, Amazon, Netflix obligent les opérateurs à travailler en 4K, mais c'est aussi vrai maintenant de la part des distributeurs, Pathé, Studio Canal, qui nous imposent de travailler et de fournir des DCP. Pas en Ultra HD, mais... Enfin, pas en 4K UHD, mais en vrai 4K. Et à chaque fois qu'on leur demande pourquoi, ils ne savent pas répondre, en fait. C'est-à-dire que finalement, ils ne savent pas répondre, que ça devient comme pour les gens. En fait, ça devient, et moi, c'est les questions que je me suis posées, c'est à quel moment on arrête d'être consommateur de technologies qu'on ne maîtrise pas et sur lesquelles on n'a pas de point de vue, et où, nous, comme opérateurs, on peut essayer de dire aux gens, mais en fait, ça, tu n'en as pas besoin. Effectivement, ton téléphone portable, il fait du 4K. Moi, ma caméra, elle n'en fait pas. Et pourtant, l'image que procure une caméra Alexa en 2K est bien meilleure. Et le truc, c'est que j'ai l'impression, pour ce qui est de notre petit pays, que la difficulté est qu'on n'est plus vraiment fabricant de nos outils. Il y a un moment, on ne peut pas donner à penser une autre manière de faire ou technologiquement à pouvoir utiliser des outils qui sont tout aussi performants, mais qui puissent rentrer dans une logique qui est une logique de sobriété. Alors que je pense qu'on a la culture, pour le coup, comme on est un pays... qui est quand même dans sa relation au cinéma et ce qu'il cherche à montrer, on est quand même dans un rapport au réel. Et a priori, on serait capable de construire des outils qui prennent en compte la difficulté du réel, donc la difficulté écologique. Et moi, je me pose la question, on fait beaucoup d'investissements en France, notamment des investissements étatiques, enfin des investissements liés à l'œuvre, et pourquoi il y a aussi peu d'investissements culturels liés aux outils? Alors là, je prends ma casquette d'ancien membre de labo. Moi, j'ai toujours dit que la décision sur la résolution, c'était dépendant du projet. Hein. Et puis, ça fait longtemps qu'on le sait, entre le 6 mm et le 35. Et donc, il y a des projets sur lesquels il y a beaucoup de plans larges, sur lesquels probablement les problématiques de résolution sont importantes. Et puis, il y a des projets où c'est des intérieurs avec que des visages, et c'est probablement en gros plan. Et donc, la problématique de résolution est différente. Il y a une espèce de fonction de transfert dans l'image qui définit un peu les besoins de définition. Et donc, je pense qu'on peut être très créatif. Et en tout cas, vous êtes les seuls légitimes pour avoir cette discussion sur ce qu'il faut faire. Et après, les formats de diffusion, c'est un peu cette pression collective. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est super l'innovation technologique. Vous ne méprenez pas. Je pense que les caméras, il y en aura plein de nouvelles, ce sera super, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on fixe comme priorité le fait que l'innovation cible d'abord des objectifs de sobriété avant de satisfaire d'autres objectifs de résolution, etc., etc. En vrai, moi j'ai un iPhone 12 dans la poche que je trouve fantastique. Je suis en train de devenir presbyte parce que mon âge avance. C'est formidable. C'est diffusé en 4K dans mon téléphone. Honnêtement, ça le serait en 2, ça ne changerait rien, quoi. Donc il y a quand même un moment où il faut être raisonnable. Et
juste remettre les priorités au bon endroit. Est-ce qu'il y a un calcul entre le streaming légal et illégal au niveau de la consommation Alors, les statistiques que vous voyez là, elles sont faites par une société technologique qui s'appelle Cisco et qui, elle, s'occupe pas trop de savoir si c'est légal ou illégal, je crois pas. Il y a une autre catégorie, je sais pas si vous avez vu, qui est par exemple une grosse consommation du streaming sur les réseaux est liée aux caméras de sécurité. qui stream en temps réel. Donc, à nouveau, on peut faire le travail de distinguer. Je ne sais pas te répondre par rapport au côté pirate, pas pirate. La réalité, c'est que ça correspond à une consommation qui est rendue disponible par les réseaux. Si on essaie de se donner, les gens de Canal+ ont fait une étude sur ça d'ailleurs, et TF1 aussi d'ailleurs, dans le cadre des coprods, si on essaie de se donner l'impact carbone de la diffusion broadcast via les ondes et celui en streaming, évidemment l'impact broadcast, où on donne la même chose à tout le monde en même temps, est une fraction du contenu en streaming pour qui chaque utilisateur veut l'avoir au moment où il veut le regarder. Et donc il y a une diffusion pour lui, hein, donc l'impact est sans commune mesure. Oui, ça serait quand même intéressant de savoir. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Si je vous ai piqué au vif, pas de problème, Moi, il y a des études. Je voulais revenir sur quelque chose qui est étrangement absent de tout ce qui s'est dit, mais j'en comprends la raison, et qui est le mot œuvre. Jusqu'à présent, les grands cinéastes, c'était des gens dont on considérait qu'ils faisaient des œuvres. Le cinéma français a, je dirais, protégé ça au-delà de ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il a, à partir de la politique des auteurs et de la reconnaissance que la critique française a eue de cette idée d'œuvre de cinéaste, ils ont trop fait confiance à l'auteur, et il y a quelque chose qui s'est embourbé de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis l'auteur en face de ce que toi, c'est la ligne verticale qui fait que d'un petit film, on va tout de suite à un film, enfin l'exemple que tu donnais du film Black Panther, qui aurait été impossible, je dirais, il y a 20 ans, 30 ans, quoi. De l'autre côté, les nouveaux acteurs, ils utilisent les talents, et les cinéastes, je dirais, mais parce que pour moi, les talents, c'est le cinéaste, mais les talents en général, ça peut être les acteurs, etc., mais ils ne les font pas progresser. Parce que d'une certaine manière, cette espèce, ce travail assez lent de l'œuvre, c'est par définition un travail lent. Où il est le juste milieu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des cinéastes, mais c'est un exemple. Je veux dire, moi, par exemple, Dune, quand je vois le choc qu'a été Premier Contact, Dune, je suis impressionnée par les moyens mis en œuvre. Ah, c'est parce que c'est que la partie 1. Ouais, c'est ça. Je suis impressionnée par les moyens mis en œuvre, mais je suis désolée. Non, mais d'abord, je ne sais pas si je suis très qualifié pour répondre au point, et je pense que tu soulèves un point qui est bon. Je peux y répondre d'un point de vue économique. Je vous ai montré une évolution de l'inflation des talents que j'ai fait exprès de situer dans des exemples qui étaient essentiellement anglo-saxons, parce que c'est une construction qui est beaucoup née outre-Atlantique. À partir du moment où on met dans un système à risque des fonds publics, on diminue le risque. Et donc on ouvre un potentiel pour plus de diversité, il semble que c'était l'objectif, mais on désintéresse la performance économique, et donc on joue avec d'autres règles, clairement. Et c'est parfait, je veux dire, il y a, par exemple... Ça a été celle de la France, c'est ça. Tout à fait, voilà. C'est-à-dire que la situation de la France au plan international est à ce titre tout à fait exceptionnelle. Mais ce n'est pas la première fois que la France met il y a la Corée aussi. Une œuvre culturelle, ou en tout cas un projet culturel, comme étant distinct de ce que le reste du monde considère être le marché du divertissement. Et donc, pour être tout à fait équitable, si on regarde le cas du théâtre, par exemple, il y a du théâtre privé et du théâtre subventionné, ce qu'on appelle. Et dans le théâtre subventionné, la façon dont on va évaluer la performance en termes de réputation, elle n'est pas uniquement sur des critères économiques. Hein. Et donc, il y a bien d'autres outils qui existent, et on peut
souhaiter se poser la question de ce que c'est que l'impact culturel, par exemple, d'un projet. Mais pour qu'un investisseur puisse s'y retrouver, puisque c'était ça le point de vue que j'avais pris, effectivement, soit on joue les règles du reste du marché, et auquel cas le modèle économique que je vous montre ici s'applique en plein, soit on a des facteurs d'atténuation et on introduit d'autres éléments d'arbitrage. Et d'ailleurs, ce n'est pas inutile de se poser la question, et je crois que le CNC est en ce moment en train de le faire, de se poser la question de savoir, en introduisant, en dérisquant, qu'est-ce qu'on choisit de dérisquer. Et donc c'est une question de fond, c'est-à-dire que la capacité à faire œuvre, elle existe dans tous les cas. Mais par contre, elle n'est pas avec les mêmes tensions économiques. Moi, je voulais revenir sur la première partie et rebondir sur la question de Caroline. En France, il y a le droit d'auteur. Est-ce que c'est compatible avec la gestion de l'inflation des talents que tu décrivais tout à l'heure ? En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles la transition de la translation SMA pose autant de problèmes et prend autant de temps. Puisque, effectivement, le traitement du droit d'auteur nécessite qu'on puisse avoir une métrique dans la restitution de diffusion et de l'audience. Et donc... je ne peux pas répondre puisque ce n'est pas moi qui suis en train de négocier ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est un des problèmes qui est posé très clairement. C'est-à-dire que dans un modèle dans lequel on ne partage pas les chiffres, cette rémunération de l'auteur à la juste proportion, comme on l'appelle, on peut la faire soit sous forme forfaitaire, et je pense que c'est vers ça que la négociation est en train de s'orienter, soit elle nécessiterait une transparence totale des chiffres, ce qui, à mon avis, n'est pas près d'arriver pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc on se dirige vers un système à l'américaine Non, je crois qu'on se dirige vers un système mixte où il y aurait probablement une première fenêtre qui serait sous la forme d'une exploitation classique, puisque il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas d'ajustement, sauf erreur, il n'y a pas d'ajustement entre l'audience et la diffusion d'une œuvre à la télé, par exemple. Il y a une rémunération qui est liée à la diffusion à la télé, mais il n'y a pas de relation entre l'audience télé qui est contractée et la diffusion. Donc on peut avoir une logique de fenêtre comme à la télé, qui peut être avec une première fenêtre de temps, et puis après, soit la fenêtre est renouvelée, soit elle ne l'est pas. Voilà. Donc ce que ça risque de faire, c'est plutôt d'amener un schéma dans lequel et à nouveau c'est une opinion très personnelle, je ne négocie pas là, je ne suis pas à la face, les producteurs à qui il faudrait poser la question, mais ça risque d'être plutôt sous la forme d'une fenêtre limitée dans le temps, qui permettrait aux producteurs de récupérer leurs droits après une période de diffusion. Et j'avais une autre petite question. J'ai lu dans un article que le streaming, quand on était sur une connexion type Wi-Fi, était beaucoup moins consommatrice donc de carbone que quand on était en 4G. Est-ce que tu as des chiffres? Oui, il y a des stats très très précis sur ça, et j'ai mis quelques références d'études. Et à nouveau, EcoProd est un très très bon référent. Hein. Il y a une vision maintenant très claire du fait que l'impact carbone n'est pas du tout le même si vous regardez un contenu sur mobile, sur un tablette ou sur une télé. La télé, en streaming, est de loin le plus gros consommateur de data et dans des proportions qui sont quasiment un rapport de 1 à 100 par rapport à du mobile. Alors j'aurais plutôt une question concernant l'univers économique. Quelle est la place dans le contexte actuel de l'exception culturelle française et du fait qu'on a raisonné les financements par rapport à une sortie en salle et que voilà, depuis 3-4 ans, tous les services de streaming chamboulent tellement, il y a tellement de négociations qui se font, quelles sont les projections ou la probabilité de ce qu'on prévoit sur le système économique des films en France et quelle place pour les exploitants physiques en salle dans ce contexte-là, quoi. C'est une vaste question qui doit faire partie de votre réflexion. Donc je pense que c'est aussi un truc dont vous devez discuter ensemble. À chaud, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est clair qu'il y a une évolution phénoménale, en particulier dans les 2 dernières années, de rôle de la salle. Et il y a une place qu'elle va devoir reconquérir, parce qu'elle a été interdite pendant un moment. Et donc, il y a un certain nombre de rendez-vous dans les semaines à venir qui vont être des tests très importants sur ce que peut faire la salle aujourd'hui encore, je pense. Et pas mal d'exploitants sont en train de regarder ça. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une énorme place pour la salle. Dans le système économique tel que je l'ai décrit, vous vous rappelez, j'ai commencé par ce slide où on suit l'argent.
ce système complexe de ce qui alimente les systèmes de la production reste valable. On n'est pas dans un monde qui est uniquement segmenté entre des gens qui feraient des contenus pour les plateformes et pour la salle. Il y a encore des contenus des films qui vont être avec des usages multiples. Dans le cas spécifique de la France, les enjeux importants, je pense, c'est finalement sur la chronologie des médias. Et dans une perspective où ce qui risque de rapidement se produire, c'est que finalement, malgré le fait qu'il y a des contributions importantes d'acteurs historiques, les chaînes de télévision, Canal+, etc., qui aujourd'hui encore sont absolument clés, le rapport de force économique de grands acteurs internationaux qui sont capables de capter une partie importante de la création de valeur va leur donner un rôle de plus en plus important parce qu'ils ont une capacité à dépenser qui dépasse tout ce que l'industrie avait pu imaginer dans ses rêves les plus fous avant le Covid. Pour se donner un ordre de grandeur, le box-office pré-Covid, États-Unis, Canada, c'est 11,3 milliards. La dépense en achat de contenu de Netflix cette année, c'est 17 milliards. Donc on ne parle que d'un seul acteur, évidemment. Alors que de l'autre côté, on parle de l'intégralité du box-office US-Canada. Donc la place qu'occupe la salle va être amenée à être sous une pression très, très différente et très nouvelle. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas trop se cristalliser. La vie est faite de beaucoup de nuances, et en particulier notre secteur. L'audience captée en salle intéresse aussi beaucoup les acteurs du streaming. Parce que en fait, la valeur événementielle, la nature de ce qui est créé comme relation avec le public n'est pas du tout la même. Donc ils sont pas totalement les uns contre les autres. Il y a une notion de bonne intelligence qui est en train de se construire. Si on reste sur des critères qui ont été uniquement des critères économiques, quand on parle par exemple de la chronologie des médias, le rang finalement qui était accordé en dehors de la salle aux acteurs économiques était en relation quasi proportionnelle à leur capacité d'investissement, en tout cas leur investissement consolidé. La vérité, c'est que là, il va y avoir un changement majeur, puisque à nouveau, la capacité des grandes plateformes internationales à investir est extrêmement phénoménale. Et c'est une menace, enfin c'est pas une menace, c'est une opportunité si on veut, mais ou une réalité à laquelle on va devoir faire face, non pas uniquement du point de vue français, mais aussi du point de vue européen. Le grand argument de la diversité, c'est le fait de pouvoir maintenir des créations locales en France comme dans les autres territoires. S'il s'avère que l'investissement qui est fourni par les grandes plateformes internationales est plus importante que la capacité nationale des États et des marchés locaux, vous voyez bien que ça change le rapport de force de ce qu'on peut plaider au niveau de l'Europe. Donc, et pour 1 milliard d'habitants, un peu moins, mais en Europe, on représente une cible en termes d'acquisition pour les acteurs économiques qui est tout à fait importante. Moi, je suis un grand consommateur de plateformes, on va dire, sur un écran inférieur même à celui d'un ordinateur. Et moi, je me pose beaucoup de questions suite à cette conférence, on va dire, par rapport à ma place en tant que génération toute jeune dans ce milieu. Est-ce que nous, on doit adopter une logique qui va suivre la première logique que vous avez expliquée, avec les talents qui montent en croissance, ou est-ce qu'on doit s'adapter à toutes ces nouvelles logiques avec justement en suivant les modèles des plateformes, en adaptant toutes nos technologies avec ce qui correspond aux plateformes. Quel modèle est-ce que nous on doit suivre, parce que même avec tous les enseignements qu'on a, on est toujours habitué à l'ancien système. Le questionnement pour moi, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit faire. Je me doute que vous n'avez pas la solution. Non, mais par contre, si vous pouvez retenir que c'est un rapport de force, c'est important. C'est-à-dire que construire l'équilibre de la négociation, de l'évolution de votre parcours professionnel, elle est liée sur un rapport de force. Et ce rapport de force, il doit pouvoir être mesurable, d'une façon ou d'une autre. Et donc, il y a pas mal de réflexions autour du fait qu'on ne peut pas laisser totalement en jachère la problématique de ce que c'est que la performance des projets qu'on voit sur les plateformes. Non, voilà. Et donc il n'y a pas de. Ce qui était important pour moi, c'était de partager la dynamique d'où on vient et avec quel niveau de maturité en fait les choses avaient été pensées et corrigées. La cooptation, l'histoire des Oscars, c'est quand même quelque chose qui est amusant.
Là, on a on a des acteurs qui mettent en place quelque chose et c'est leur réponse à une situation qui était très mature et qui avait peu évolué. Moi, je pense, et je désirais bientôt vous présenter une initiative de ce côté-là, que ça veut dire qu'il faut que les indépendants restent indépendants, mais se réunissent pour essayer d'être de meilleures forces de proposition et qu'ils aient un pouvoir de négociation qui soit supérieur. Voilà. N'oubliez pas un facteur que je n'ai peut-être pas assez amplifié, c'est l'asymétrie talent. La réalité, c'est que si vous avez un bon projet, et je ne doute pas que chacun d'entre vous est porteur, c'est ce qui est rare. Et c'est au tout début que cette asymétrie existe. Et elle est extrêmement puissante. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut bien négocier.